Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand dossier sur l'Iran. Quelle riposte! C'est vrai que la crainte de l'escalade militaire est plus forte que jamais après les dernières menaces de l'Iran sur Israël. À quoi devrait ressembler cette riposte et surtout comment se préparent les Israéliens aux côtés des Américains alors que la réponse se fait attendre dans la région? Plusieurs pays du monde arabe ont essayé de déminer la situation ces dernières heures, mais l'Iran persiste et signe. Le régime a le droit de répondre après la mort du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Pour en parler et pour parler de cette situation sans précédent, j'accueille en plateau le colonel Michel Goya, consultant militaire LCI. Merci d'être avec nous, Michel Goya. Bonjour. Didier Idjadi, sociologue universitaire et réfugié politique iranien. Merci d'être à nos côtés pour cet après-midi et pour ce grand dossier. Manaz Shirali, sociologue et politologue, spécialiste de l'Iran, auteur de Fenêtre sur l'Iran, le cri d'un peuple bâillonné aux éditions Les Pérégrines. Merci à tous les trois d'être avec nous. On va être rejoints dans un instant en direct par notre correspondant en Iran, mais également Myriam Benrad, politologue spécialiste du Moyen-Orient et professeur en relations internationales à l'Université internationale Schiller. Et c'est vrai que nous avons vu cette situation sans précédent avec cette potentielle riposte de l'Iran après l'assassinat, disent-ils, de Ismaël Haniyeh sur le territoire iranien. Une situation incontrôlable alors que cette résidence devait être surveillée. Et nous avons envie de savoir à quoi devrait ressembler cette riposte. On va tout de suite aller directement à Téhéran. Tout d'abord faire un point sur la situation avec vous, Siabosh Ghazi. Il est vrai qu'on attend une riposte du côté israélien, mais pour l'instant, on ne sait pas quelle forme ça pourrait prendre. Qu'est-ce qui se dit concrètement à Téhéran ? Alors, effectivement, les autorités iraniennes ne précisent pas quelle serait éventuellement la riposte après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh à Téhéran. Aujourd'hui, c'est fait un peu inhabituel. Les ambassadeurs étrangers ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères pour une réunion. On ne sait pas ce qui s'est dit lors de cette réunion. En tout cas, c'est une réunion qui n'est pas habituelle. Par ailleurs, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a affirmé qu'il y aura une réponse dure de l'Iran après donc la violation de l'intégrité territoriale de l'Iran. Également, le chef des gardiens de la révolution a affirmé que les Israéliens ont fait beaucoup de mauvais calculs ces derniers temps et donc il s'agit encore une fois d'un mauvais calcul avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh et il y aura une réponse. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. On ne sait pas s'il y aura une attaque comme par exemple en avril dernier lorsque l'Iran a lancé 300 drones et missiles contre Israël, ou bien ça sera une attaque plus importante ou moins importante. Personne ne le sait pour l'instant. En tout cas, peut-être que les chefs militaires le savent, mais pour l'instant, les médias iraniens ne disent rien sur la manière dont l'Iran pourrait répondre. Il est vrai aussi que ces 2 derniers jours, il y a eu plusieurs délégations qui sont venues à Téhéran, notamment le ministre jordanien des Affaires étrangères. Il y avait également une délégation qatari. Aujourd'hui même, un responsable de la sécurité nationale, du Conseil de la sécurité nationale russe qui est à Téhéran, alors pour essayer d'apaiser l'Iran et donc éviter une escalade trop importante dans la région. Mais pour l'instant, on ne sait pas comment l'Iran va réagir à la fois à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, mais aussi à la violation de son intégrité nationale et territoriale avec cet attentat. Merci beaucoup, Siabosh Ghazi, d'avoir été en direct avec nous. C'est vrai que pour le moment, on s'attend à une riposte de manière coordonnée. On va le voir sur cette carte avec ce que l'Iran appelle l'axe de la résistance, la carte des proxys, c'est-à-dire tous les proxys de la région. Hamas, Houthi, milice Irak en Syrie, Djihad islamique, Hezbollah. Michel Goya, est-ce qu'on pourrait avoir potentiellement une attaque qui prendrait une forme de manière coordonnée, c'est-à-dire avec tous ces proxys en même temps?
Oui, c'est une possibilité. Alors, d'un point de vue militaire israélien, si je me mets à la place de l'état-major israélien, quand je regarde comme ça, je vois en fait trois ennemis principaux. Il y a le Hamas, mais le Hamas est neutralisé pour l'instant, militairement, notamment le Hamas Gaza. Il ne faut quand même pas oublier que c'est le numéro 1 du Hamas qui a été tué. Et la réaction du Hamas, pour l'instant, elle est très limitée, parce que le Hamas est militairement neutralisé. Reste le Hezbollah et l'Iran. Tout le reste, les milices que l'on voit, les milices, les Kataïeb en Syrie, en Irak, la milice Badr, les Houthis au Yémen, c'est pas une menace majeure pour Israël. Ça compte pas beaucoup. C'est une menace pour les États-Unis, parce que les États-Unis ont des forces, des militaires qui sont dans des bases en Irak et en Syrie. Pour eux, là, ils sont directement concernés. Le commerce maritime, le mer Rouge est directement concerné par les Houthis, mais pas tellement les Israéliens. Et donc, ce que regardent les Israéliens maintenant, c'est le Hezbollah et l'Iran, qui peuvent vraiment, si les deux conjuguent leurs forces, ça peut être considérable. Des deux, je rappelle, le plus dangereux, c'est le Hezbollah, véritablement. Si on se retrouve dans une situation comme situation d'avril, où c'était l'Iran, et l'Iran pratiquement seul, avec quelques alliés... Oui, c'est ça que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'on va s'attendre à quelque chose de la même ampleur, en fait, le 13 avril dernier, quand l'Iran a lancé... C'est possible. Si vous voulez, après, l'Iran, ses moyens sont des moyens soit directs, c'est-à-dire on balance des missiles, comme en avril, soit des moyens plus indirects, on fait des attaques terroristes, on attaque des intérêts israéliens, des ambassades, des athlètes israéliens pendant les Jeux, enfin, on fait un acte terroriste par ailleurs, on ne sait pas très bien. Ça, c'est l'emploi des moyens possibles, et puis il y a leur ampleur. Est-ce qu'on va, dans l'emploi de ces moyens, on va rester en dessous d'un seuil qui ne suscitera pas une riposte proportionnelle, une riposte démesurée israélienne? Est-ce qu'on va faire une salve d'honneur d'une certaine façon, comme le 13 avril, hein, on avertit tout le monde et on balance des missiles dont on sait que 99% vont être interceptés. Bon, est-ce qu'on va faire la même chose, mais avec les moyens les plus modernes, les missiles les plus modernes, ce qui n'était pas le cas en avril? Est-ce que ça va être renouvelé plusieurs jours, par exemple? Est-ce que ça va taper des objectifs civils? Ça, c'est important. Si vous tuez des civils israéliens, là, ça devient extrêmement important, ou est-ce que c'est simplement des infrastructures ou des cibles militaires à la limite? Donc il y a il y a des moyens directs ou indirects, et puis il y a l'ampleur de ces moyens. Ils peuvent rester relativement limités. Si on tue, l'équation est simple, hein, si on tue pas ou peu de civils israéliens, bon, on pourra considérer que cette attaque, cette riposte était volontairement limitée. Mais encore une fois, il y a les moyens de l'Iran et puis il y a le Hezbollah. La différence avec avril, c'est que les deux sont concernés simultanément par des différentes attaques, et que là, oui, si le Hezbollah se met également de la danse, ce qui n'était pas le cas en avril, le Hezbollah a une capacité de frappe, d'action directe, que ce soit par sa force de frappe, mais aussi par ses forces terrestres, qui est beaucoup plus dangereuse en réalité que celle de l'Iran. Et c'est là que oui, parce qu'on le rappelle, il y a eu Ismaël Haniyeh qui a été tué sur le territoire iranien, et on a également Fouad Chaker du Hezbollah qui a été tué également, lui, au Liban. Donc en fait, ça fait deux forces qui potentiellement pourraient s'unir. Et riposter. Effectivement, là aussi, le Hezbollah, la problématique est la même. Est-ce que le Hezbollah va riposter de manière limitée? On peut imaginer que les deux, l'Iran et le Hezbollah, vont se mettre à peu près d'accord sur la ligne à suivre. Ou est-ce que les deux vont se mettre d'accord pour rentrer dans la danse et puis faire quelque chose de beaucoup plus important qui basculerait très, très clairement dans une guerre totale? Didier Hidjadi, c'est vrai que vous connaissez très bien ce pays. Est-ce que vous pensez que le pouvoir iranien pourrait aller jusqu'à taper sur des civils israéliens? Vous savez, le régime iranien ne peut pas rester comme ça inactif. Il doit agir dans sa logique, car en même temps, à la fois, il y a une pression de la part de son entourage, du régime, là, les couches les plus fanatiques, si vous voulez, qui poussent à envisager la riposte, mais également Khomeini lui-même, il est un monsieur avec beaucoup de sentiments de vengeance. Ça fait partie de sa caractéristique, disons, personnelle, si vous voulez, là. Mais en même temps, il est conscient, il est dans une situation paradoxale, très, très difficile. S'il s'engage dans une action de guerre durable, eh bien, en situation iranienne, il y a beaucoup de problèmes pour lui, car le régime, il est fragilisé
de l'intérieur, et d'autre part également il y a le mouvement social. Il est possible que ça soit à nouveau déclenché là, où il y ait une certaine manifestation du mécontentement au niveau donc de la société. Et d'autre part, au niveau bien évidemment régional et international, le régime, comme ça a été dit dans votre disons précédemment, le régime iranien subit beaucoup de pression de la part effectivement des milieux internationaux. Et qu'aujourd'hui, moi je pense que le régime, il a envie de taper, mais pas d'une manière très forte, pour ne pas provoquer effectivement davantage Israël, car Israël, s'il est effectivement décidé pour effectivement aller très très loin dans sa riposte, eh bien il y a beaucoup de risques pour le régime iranien, les sites nucléaires iraniens, le pétrole iranien, mais également y compris la vie personnelle de Khamenei là. Et que pour ces raisons-là, le régime reste prudent, mais comment organiser cette riposte? Je pense qu'il n'a pas encore trouvé la définition complète. Il cherche. Manaz Chirali, c'est vrai qu'on a vu ces images de Khamenei regarder le ciel en pensant peut-être qu'un drone ou quelque chose pouvait lui tomber sur la tête. Donc il y a une crainte personnelle également. Est-ce que ce sentiment de peur peut jouer également dans cette décision de riposte selon vous? On a vu la peur, la terreur dans les yeux du guide suprême de la République islamique. Et je peux vous dire que cela a fait très plaisir à beaucoup d'Iraniens qui ont énormément souffert pendant ces 45 ans, les Iraniens qui ont perdu les membres de leur famille, les Iraniens qui ont appauvri, qui ne peuvent plus continuer leur survie même. Alors ça a fait vraiment plaisir à la société iranienne de voir la terreur dans les yeux du guide de la révolution. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il peut rester silencieux? Est-ce qu'il peut riposter? En fait, c'est ça le dilemme essentiel, c'est qu'il est au pied du mur, il ne peut pas riposter, il ne peut pas ne pas riposter. Quoi qu'il fasse, il est le perdant. Il s'est engagé, la République islamique s'est engagée depuis 45 ans dans un jeu perdant. Il est actuellement complètement enfermé dans quelque chose, dans le piège que lui-même s'est construit. Et là, c'est le moment de vérité actuellement. Michel Derzhansky, vous êtes spécialiste des questions internationales, vous êtes avec nous en direct. C'est vrai qu'on entend cette peur, en fait, une sorte de sentiment assez contradictoire, en fait, entre un désir de vengeance de la part du régime iranien, mais également une crainte, une peur que la riposte d'Israël, qui potentiellement pourrait engager les États-Unis dans cette réponse-là, eh bien, créer une difficulté à choisir exactement quelle va être cette riposte. Je crois que la question n'est pas dans la nature de la riposte, mais plutôt en fonction, comme il a été dit, des différents agendas politiques, économiques et géopolitiques de chacun de ces pays. Il faut regarder la chose de façon globale. Vous avez vu que hier, on a fêté le malheureux anniversaire au Liban de l'explosion du port dans lequel on sait qu'en fin de compte, il y avait du nitrate et que ce nitrate était fait pour faire des explosifs et qu'aujourd'hui, le Liban est à plat et d'un point de vue politique et d'un point de vue économique. De la même manière, en Israël aujourd'hui, la guerre qui l'oppose au Hamas fait qu'il y a des tensions avec la communauté à la fois militaire au plus haut niveau et au niveau aussi du renseignement où il y a un désaccord profond avec le Premier ministre. Donc la réaction, elle dépendra de cela aussi. Elle dépendra aussi de la façon dont les États-Unis, certes, ont déployé une véritable armada pour dire si demain il devait y avoir un dépassement des lignes rouges, nous interviendrons et nous ne tolérons pas cela. De l'autre côté, les Iraniens sont aussi pris dans un agenda particulier qui a été décrit, une société civile qui certes ne va pas renverser le régime mais qui est mouvante, des difficultés économiques, ne pas rentrer dans un conflit durable. Tout cela, effectivement, joue dans la perspective d'une réponse iranienne vis-à-vis des Israéliens. Et effectivement, mais ça a déjà été dit par de nombreux experts, rien n'indique que la réponse sera sur le territoire
israélien. Ça peut être tout à fait des attentats qui sont commis en dehors sur des intérêts israéliens, des représentations civiles, des représentations militaires. Tout est possible à ce niveau-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est plus les agendas intérieurs de ces pays qui vont déterminer la hauteur des réponses. Et je pense que la seule chose qui est à craindre, en fin de compte, moi je ne vois pas une escalade régionale, mais ce qu'on peut toujours penser et imaginer dans ce genre de choses, c'est qu'il y ait le dérapage. Autrement dit, la frappe que l'on a prévue ne se passe pas comme on l'a prévu, et ça n'atteint pas la cible, et on a des dégâts collatéraux qui, eux, vont entraîner une réponse qui, elle, n'avait pas été calculée. Je pense qu'on est plutôt dans ce cas de figure aujourd'hui. Je pense que si les Iraniens avaient voulu faire une réponse massive, rapide, ils l'ont fait le 13 et le 14 avril, ils l'auraient fait sous une autre forme, en cohésion avec le Hezbollah. Ça ne s'est pas produit, parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah est sur un territoire qui s'appelle le Liban, et il ne peut pas rentrer dans une guerre totale avec Israël parce que l'économie du Liban, la politique au Liban ne le permet pas. L'instabilité du gouvernement libanais ne le permet pas. Et je crois que c'est tout ça qui est pris en contingence aujourd'hui. Merci Michel Dzerzhansky. Michel Goya, est-ce que vous êtes d'accord? Vous croyez plus au dérapage qui pourrait prendre des proportions énormes, c'est-à-dire toucher des civils sans le vouloir, en ayant voulu cibler des cibles militaires? Oui, c'est possible, à la manière de la frappe du Hezbollah sur Majd al-Shams, le village druze, qui très probablement... Avec des enfants dans un stade de football. 12 adolescents tués, qui tranche complètement avec tout ce qu'a fait le Hezbollah depuis 10 mois, où ils étaient dans la retenue, ils avaient lancé 6400 roquettes et missiles, mais sur des zones vides, en faisant très attention de ne pas toucher, justement de ne pas provoquer l'escalade. Et là, d'un seul coup, vous avez un massacre de 12 enfants. Et on ne comprend pas très bien la logique derrière. Et c'est très probablement un tir accidentel. Mais ce tir accidentel a provoqué effectivement un massacre et qui lui-même a imposé une réponse forte de la part d'Israël et qui, cette réponse forte, elle-même, place le Hezbollah à nouveau devant le dilemme. Qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, on se couche où on est à notre tour, on fait une réponse forte. Et c'est comme ça que s'engagent des engrenages qu'on ne peut plus arrêter. Alors tout... C'est très probable, effectivement, le passé. C'est-à-dire que les Iraniens, quand ils ont subi des attaques de ce type, lorsque le général Soleimani a été tué par les Américains, ils ont annoncé aussi l'apocalypse sur les Américains, etc. Puis finalement, ils ont appelé les Américains en disant voilà, on va attaquer votre base. Et ils ont lancé quelques missiles sur une base, ils ont fait une salve d'honneur pour sauver la face, mais pas plus. 13 avril, pareil, on était sur ce schéma, on peut appeler ça aussi une pseudo-opération. On fait semblant de faire une opération militaire, mais c'est un peu pour sauver l'honneur. Donc tout le passé indique qu'il va peut-être continuer comme ça. La raison, on va dire tout simplement, la logique fait que oui, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à se lancer non plus dans une guerre, à une guerre totale, et pour tous les problèmes qui ont été évoqués, parce qu'ils ont aussi un paramètre majeur, c'est leur programme nucléaire qu'il faut protéger. Et si on se lance, si ils appellent en réponse un feu terrible de la part des Israéliens, leur programme nucléaire peut être mis à plat. Donc oui, la logique voudrait qu'on reste sur quelque chose de retenu. Assez contenu. Voilà, mais parfois, effectivement, ça peut déraper. On continue ce débat dans un instant pour ce grand dossier sur l'Iran. Quelle riposte? C'est tout de suite après la pub. Jamais le soleil n'a autant brillé. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Assure People. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 18h, 20h, rejoignez-nous du lundi au vendredi sur LCI. Rien que les faits et leur contexte avec nos indispensables. Allez droit au but avec nos invités, laissez libre cours à nos experts avec nos partis pris. Notre objectif, que vous puissiez vous faire votre opinion. 24h, c'est du lundi au vendredi de 18h à 20h sur LCI. Votre programme avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux solaires pour professionnels et propriétaires exploitant leur commerce. Groupeverlaine.pro. Regardez votre programme en bonne compagnie avec la Compagnie des déboucheurs. Bonjour monsieur. Entretien, débouchage et intervention sur tout type de canalisation. C'est la finale du 200 mètres féminin.
à chaque étape. Toyota. Start your impossible. Les amis, on me demande souvent si Comme J'aime c'est cher. Bah non, c'est à partir de 3,92 € par repas. 3,92 €. Franchement, je vous le dis, c'est moins cher qu'un sandwich. Pour ce prix-là, avec Comme J'aime, vous avez de vrais repas. Par exemple, des lasagnes avec un entremets au chocolat. Un couscous avec une crème vanille. Pour perdre du poids, sans se priver, sans se ruiner, faites Comme J'aime. À partir de 3,92 € par repas. Allez, rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Ou appelez le 0837 37 37. Franchement, c'est pas cher. Vous savez quoi? Même en vacances, mes clients prennent rendez-vous sur carglass.fr. C'est simple. Ils choisissent le lieu, le créneau. En quelques clics, c'est fait. Comme ça, pas de changement dans leur programme. Alors vous aussi, même en vacances, prenez rendez-vous sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre balai d'essuie-glace. Collectionnez les grandes Ferrari F1 à l'échelle 1/24e. Le fascicule et la Ferrari de Leclerc, 14,99 € chez votre marchand de journaux et sur altaïa.fr. Jamais le soleil n'a autant brillé. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie. Groupe Verlaine, le climat de confiance. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Et le gendarme du monde a décidé de faire une alliance avec Israël, une alliance qui dure depuis des années, mais qui est renforcée à l'heure actuelle où l'Iran décide de riposter après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, le chef politique du Hamas. Écoutez tout de suite les propos de John Kirby, le porte-parole à la sécurité nationale et au Pentagone. Lorsque le guide suprême déclare qu'il va venger les assassinats, nous devons le prendre au sérieux. Je ne sais pas ce qu'il va faire, ni quand il va le faire, mais nous devons nous assurer que nous sommes prêts et que nous disposons des capacités nécessaires dans la région pour aider Israël à se défendre et franchement pour défendre notre propre peuple, nos propres installations et nos propres intérêts en matière de sécurité nationale. Michel Goya, défendre nos propres intérêts. Donc est-ce que si des intérêts américains sont touchés, est-ce que les Américains pourraient entraîner les Américains dans le conflit ? Oui, c'est possible. Il faut rappeler que les Américains sont un acteur militaire majeur quand même de la région, qu'ils disposent sur place. En fait, c'est deux choses, le dispositif militaire américain. C'est un immense bouclier défensif. C'est comme ça qu'ils se sont vendus. Après leur retrait en 2011, de leur retrait de l'Irak, ils ont dit, voilà, la menace maintenant c'est l'Iran, et nous, Américains, nous sommes capables de vous protéger de la menace iranienne, la menace balistique, les missiles, etc. Donc ils ont installé dans les pays du Golfe et un certain nombre de bases qui étaient déjà là, mais qui ont été renforcées, un système défensif. Ils ont renforcé, ils ont aidé Israël aussi dans cette configuration, en grand bouclier donc. Également une grande force de frappe. Vous avez une base aérienne à Doha qui est de l'US Air Force qui est très importante, la 5e flotte à Bahreïn, etc. Donc déjà, même sans envoyer renfort, c'était déjà considérable. Maintenant, on envoie des renforts, on envoie des porte-avions, tout ça, parce que il faut faire un geste en plus. Il n'y a pas besoin. Mais voilà, pour renforcer encore cette idée, attention, nous sommes là. Nous pouvons protéger Israël, nous pouvons protéger les pays arabes aussi, il ne faut pas l'oublier, de la région. Nous pouvons nous protéger, nous, parce que nous avons beaucoup de bases, effectivement, dans la région, en particulier en Irak et en Syrie, c'est là où c'est le plus sensible. Et nous pouvons, et ça contribue d'une certaine façon d'ailleurs à la protection, par la dissuasion, nous pouvons aussi, en retour, si ça va trop loin, nous pouvons frapper aussi très fort l'Iran, le Hezbollah, enfin n'importe qui, ou les milices chiites qui nous embêtent en Irak et en Syrie, nous pouvons aussi faire très très mal. Donc là, ils essaient de peser effectivement dans tout leur poids militaire pour essayer de calmer au moins le jeu et au moins faire en sorte que ces échanges restent limités. Manaz, est-ce que potentiellement cette dissuasion des États-Unis qui est en train de prendre place dans la région peut faire peur à l'Iran et donc les limiter complètement dans leur riposte ? En tout cas, je peux vous dire, ce que j'ai entendu de la part des dirigeants iraniens, ça s'entend à quel point ils sont eux-mêmes terrorisés à l'idée d'une riposte iranienne, à l'idée que s'ils restent silencieux, encore ils vont être frappés, ils vont être... Et donc, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, ils ont peur. Et donc, cette
incompréhension de la situation, cette absence de plan pour les situations, pour un pays. Ça fait 45 ans que la République islamique ne cesse de battre sur un tambour de guerre contre Israël, et quand on tue son invité spécial sur son sol, ce pays ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment se défendre. C'est la raison pour laquelle la situation est encore plus compliquée pour les dirigeants de la République islamique que pour les Israéliens et pour les Américains. Didier Djadi, moi ce que je ne comprends pas, c'est que ça fait des années qu'on nous parle du programme nucléaire iranien, de la menace iranienne, et là on voit qu'avec une simple dissuasion des États-Unis, ça commence à trembler visiblement du côté iranien. Comment on l'explique ça ? Mais écoutez, vous savez, le programme nucléaire iranien, enfin de la République islamique, comme on le sait dans le cadre des conventions internationales, l'enrichissement, il faut que ça soit aux alentours de 4%. Oui, enrichissement d'uranium. D'uranium, pour une utilisation civile. Mais au fur et à mesure, on a constaté qu'effectivement, ils ont atteint le niveau 20%, ensuite 40%, mais également 60% selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et ils ont dit, enfin les responsables de l'agence, ils ont dit récemment qu'il y a eu également des traces de l'enrichissement au-delà du seuil. Du seuil, enfin c'est dit aux alentours de 80 à peu près. Donc pour faire une bombe, il en faut 90. Alors, donc, pour le régime iranien, qui est obsédé pour avoir une bombe chiite cette fois-ci, contre Israël, contre, effectivement, voire également les États-Unis, par rapport à une situation où le Pakistan a ses bombes atomiques sunnites. Là. Le régime iranien a fait beaucoup d'investissements à ce niveau-là, en pillant véritablement les ressources financières du pays, les ressources naturelles du pays. Il n'y a eu aucun débat, jamais dans cette société, d'un point de vue démocratique, pour que les gens soient informés, si vous voulez. Là. Donc c'est un projet secret dès le départ. Et aujourd'hui, le régime, il sait qu'effectivement, si les Israéliens décident d'attaquer ces sites-là, ils sont capables de le faire. Même s'il y a peut-être également des sites qui ne sont pas encore révélés, si vous voulez, mais un grand nombre de ces sites-là sont connus au niveau international et également de l'agence. Et que, par conséquent, le régime iranien, que faire ? Est-ce qu'il faut laisser détruire ? Eh bien, c'est toute sa raison d'être, effectivement, et ainsi, effectivement, si vous voulez, détruite, si vous voulez, là. Donc, le régime, il faut absolument les garder. Et d'autre part, si vous voulez, ces derniers temps, ces derniers jours, j'entends, on a eu l'accord, un nouvel accord entre l'Iran et l'Italie du pétrole. Un. Deuxième point, il y avait également l'ambassadeur jordanien qui a rencontré également le nouveau président iranien. Là. Deuxième point. Troisième point, également, la presse a annoncé que la production et l'exportation du pétrole iranien atteint un niveau sans précédent depuis 6 ans. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il est possible que, justement, le régime, à la fois, il est dans la peur, mais en même temps, il doit faire quelque chose. Mais en même temps, il est en train de penser, ces éléments-là obligent le régime iranien d'y penser, c'est-à-dire de tenir compte, effectivement, s'il y a une augmentation du pétrole, alors que faire ? Il faut maintenir, car le régime, il a besoin de cela. Mais c'est pour cela qu'il est dans des contradictions, dans une situation paradoxale, et à mon avis, il est poussé à faire quelque chose, mais véritablement à ce niveau-là, je pense qu'il n'est pas encore arrivé à une décision claire et que par conséquent, mais il est très inquiet par rapport à ses intérêts, à la fois nucléaires en Iran, mais également au niveau du Moyen-Orient, enfin la région moyen-orientale, parce qu'un dernier point, si vous voulez, là, Hamas, il est en grande partie détruite. Eh bien, n'a pas une capacité opérationnelle dès maintenant. Et que Hezbollah, bon, il peut agir. Mais jusqu'à quel niveau, là ? Le contexte national libanais ne permet pas d'avoir, effectivement, de déclencher une guerre, effectivement, très forte contre Israël, là. Et que toutes ces contradictions, évidemment, limitent l'action du régime iranien et donc ce sont des freinages importants dans sa prise de décision définitive. Mais on a eu l'impression, notamment avec l'assassinat d'Ismaël Haniyeh,
d'une forme décomplexée de la part d'Israël d'aller directement toucher sur le territoire iranien. Alors ça avait été fait notamment pour des scientifiques ou autres sur le territoire, mais là on est de l'assassinat d'un chef politique du Hamas, d'un réseau palestinien, et on a l'Iran qui prend la défense donc de ce réseau-là pour justement justifier une riposte. Mais on a l'impression d'être tout de même dans quelque chose d'assez contenu, mais de décomplexé aussi, c'est-à-dire de potentiellement frapper directement sur le territoire iranien. Oui, mais je rappelle que également la riposte israélienne aux attaques du 13 avril, on parle beaucoup de la frappe des attaques iraniennes, mais il y a eu des attaques israéliennes en retour, assez limitées, mais qui n'ont pas été arrêtées, et qui ont aussi démontré que les Israéliens ont la capacité, notamment avec les avions furtifs F-35 américains, la capacité de faire des raids en Iran comme ils veulent. Il est possible que Haniyeh ait été tué par un raid d'avions F-35 israéliens. C'est possible. C'est une hypothèse très très possible. Donc ça veut dire que l'Iran est à la merci des frappes israéliennes. Les Israéliens peuvent y faire à peu près ce qu'ils veulent. Alors, il y a des sites qui seront protégés, etc. Mais ça, c'est une démonstration d'impuissance de la part des Iraniens, qui doit leur faire peur. Et c'est cette peur, en réalité, qui pousse aussi, depuis le début, au programme nucléaire iranien. Vous disiez, mais comment se fait-il qu'il y ait un programme nucléaire alors qu'il y a une menace américaine qui est aussi forte? Mais il faut inverser le processus. C'est parce que ils ont peur que depuis le début, ils ont peur des Américains en particulier, que depuis le début, les Iraniens veulent l'arme nucléaire, une arme nucléaire opérationnelle. C'est comme la Corée du Nord, ça les protège de toute agression véritable. Et d'où, là aussi, l'enjeu, est-ce qu'on se lance dans une aventure maintenant contre Israël, dont on serait d'ailleurs perdant contre les États-Unis, on serait encore plus perdant, ou est-ce qu'effectivement on attend, et puis l'essentiel étant d'avoir cette arme nucléaire qui, elle, nous permettra d'accéder à un statut supérieur, en tout cas un niveau de protection supérieur. C'est vrai qu'on peut se poser également la question, on l'a vu lors des manifestations en Iran, Israël qui a ouvertement soutenu la population iranienne qui était dans la rue. Est-ce que Israël a également compris qu'il y avait une population iranienne de bonne foi qui ne voulait pas justement d'un embrasement dans la région et donc minimise en faisant juste des attaques ciblées sur des scientifiques, des chefs politiques qui sont sur le terrain et qui sont potentiellement dangereux, Manaz? En tout cas, les Israéliens connaissent bien la société iranienne. Je vois comment ils communiquent avec les Iraniens, avec les internautes iraniens. Ils sont en communication, ils tâtent le terrain, ils savent ce qui se passe à l'intérieur de la société iranienne bien mieux que n'importe quel pays occidental, parce que je vois à quel point ils sont en relation, par exemple, l'ambassade d'Israël en persan et en contact systématique avec, et il est beaucoup apprécié par les jeunes Iraniens. Ils écrivent, et les Israéliens savent à quel point les Iraniens sont remontés contre leur régime, ne le supportent pas, souhaitent, en fait, ce qui est quand même paradoxal quelque part, Israël est devenu le sauveur de la société iranienne, quelque part. Parce que les Iraniens, ils savent qu'ils n'ont pas la capacité de renverser ce régime. Ils n'ont pas la force de résister face à deux armées, l'armée régulière et l'armée des post-Sadat. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des Iraniens qui sont contre le régime ont mis leur espoir dans ce genre d'assassinat ciblé. Et ils pensent que s'ils tuaient Khamenei, ça va renverser, le régime va renverser. Et d'ailleurs, ils n'arrêtent pas de le dire aux Israéliens. Mais qu'attendez-vous pour viser Khamenei ? Mais c'est une possibilité, selon vous, Didier, d'avoir une frappe ciblée sur Khamenei ? Est-ce qu'il est possible ? Oui, c'est possible. Mais est-ce que véritablement, dans le contexte actuel, les Israéliens cherchent à le faire ? Je ne pense pas encore, car au niveau international, à la fois des Américains, mais également des Européens, etc., ils ont également cette
cette idée-là, avec tout changement très très important au niveau de la République islamique, cela peut créer des tensions très fortes régionales. Et que par conséquent, y compris l'Iran lui-même peut-être, et que les Occidentaux, ils doivent faire davantage confiance au peuple iranien là. Et ce qui n'a pas été toujours le cas, si vous voulez là. Car de toute façon, ce régime-là n'est jamais adapté à la réalité du pays en fonction des besoins fondamentaux donc de la nation iranienne, n'est jamais adapté également à la scène internationale. Toujours depuis sa naissance, effectivement, toujours créer des tensions, régionalement, mais également au niveau international. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une idée essentielle dans l'idéologie du régime. C'est un régime idéologique islamiste qui, dès son arrivée au pouvoir, ils ont annoncé, après la prise de pouvoir à Téhéran, il faut aller vers Bagdad. Ça a été annoncé là. Ensuite, il faut aller où ? Il faut aller vers Quds, c'est-à-dire Jérusalem. Ils ont annoncé là. Et ensuite, ça a été dit, développé par la suite, qu'il faut viser également la terre des mécréants, c'est-à-dire l'Occident, si vous voulez. Et que par conséquent, ils sont dans cette logique idéologique et ils cherchent effectivement à concrétiser cela, tantôt par des tensions, tantôt par des terrorismes, tantôt par des prises d'otages, et si vous voulez, c'est pour cela qu'ils sont toujours en contradiction avec les relations normales de coexistence pacifique au niveau international. Nous sommes en direct avec Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien et auteur de In Absentia aux éditions Actes Sud. Bonsoir Raphaël Jérusalemi, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai qu'on a vu plusieurs pays arriver, des diplomates, chefs de la diplomatie, notamment le chef de la diplomatie jordanienne qui s'est rendu en Iran pour essayer de déminer la situation. Est-ce que c'est une manière potentiellement de trouver un accord sur une riposte contenue, ou est-ce que l'Iran s'enfonce tête baissée dans une escalade selon vous ? Alors, à en croire la rhétorique actuelle des ayatollahs, ils sont prêts à frapper fort, même si cela risque de déclencher une guerre régionale. Alors effectivement, les pays arabes s'en inquiètent, comme le reste du monde d'ailleurs. Ça a des répercussions économiques dans le monde entier, on le voit dans les bourses du monde entier. Et donc, certains pays arabes dont on ne peut pas douter la fidélité à la cause palestinienne, par exemple, sont allés à Téhéran, dont les Jordaniens, mais également les Saoudiens, ont envoyé des messages, et les Émirats, d'apaisement en demandant de la retenue à Téhéran, dans l'espoir qu'ils se contenteront donc d'une salve d'honneur et pas d'une attaque massive comme il y a eu en avril, laquelle évidemment connaîtra comme réplique, comme contre-riposte, une attaque très musclée des Israéliens. Et là, évidemment, on risque une escalade qui peut mener à un conflit généralisé dans la région. Didier Ijadi, c'est vrai qu'on se pose la question d'un point de vue iranien, comment s'organise une riposte ? Parce qu'il faut l'expliquer, il y a une armée régulière en Iran et il y a les gardiens de la révolution, donc qui ne sont pas une unité en soi. Comment ça s'organise concrètement ? Qui obéit à qui pour organiser une riposte comme telle ? Oui, ça a été également signalé par ma collègue, Madame Chirali. Vous voyez, il y a l'armée classique, on dirait, oui, qui est l'issue de l'armée du Shah. Mais avec la révolution islamiste, ils ont fait beaucoup d'efforts d'idéologisation effectivement de cette armée-là. Mais surtout, il y a une autre armée très puissante. Donc, c'est les pastarans, les gardiens de la révolution. La force principale militaire du régime, c'est celle-ci, qui a également une armée à l'extérieur qui s'appelle l'armée donc de Quds et qui était également qui est présente dans tous ces pays du Moyen-Orient là. Et que par conséquent, si vous voulez, comment organiser une attaque, il va s'appuyer bien évidemment sur les pastarans, sur l'armée de Quds, non pas forcément sur l'armée qui est issue du régime, disons, Pahlavi. Non, malgré beaucoup de changements, et encore, le régime, il ne fait pas confiance, si vous voulez, par rapport à cela. Donc, essentiellement, c'est l'affaire des pastarans. Mais les pastarans, aujourd'hui, comme on a été informé régulièrement,
ils sont aussi fragilisés en interne. Il a perdu un certain nombre donc, de ses têtes, je dirais, comme Soleimani, etc., mais également rongé par des espions d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, on sent avec des propos en Iran, qu'effectivement, il y a des purges à l'intérieur donc des pastarans, et donc pour faire une organisation solide pour riposter, il faut avoir également de la certitude par rapport aux forces armées pour pouvoir les utiliser éventuellement dans cette série. Mais malgré cela, le régime, puisqu'il est obligé, eh bien, il va faire avec ce qu'il a. Mais aujourd'hui, je pense que massivement, le régime, il est en train, disons, de repérer rapidement les éléments instables ou des éléments, disons, qui sont proches donc d'Israël pour avoir une base solide afin de pouvoir attaquer. En fait, ça fait 45 ans que la République islamique est en place. Ça fait 45 ans qu'on a affaire à des gens particulièrement incompétents de tout point de vue. De tout point de vue. Militaire, économique, social. Leur seule force, là où ils savent comment réagir, c'est la force d'étouffer, terroriser la société iranienne. Quand il s'agit d'étouffer les contestations du peuple, quand il s'agit de ne pas répondre aux revendications légitimes des Iraniens, là, les dirigeants de la République islamique sont très très forts. Ils savent comment faire des divisions à l'intérieur du camp des opposants. Ça, ils le savent faire à la vraiment perfection. Mis à part ce domaine, ils sont complètement incompétents de tout point de vue. Donc il ne faut pas vraiment compter sur eux pour une grande riposte dangereuse. En tous les cas, du côté israélien, la tension est tout de même palpable. On va aller prendre le pouls du côté de Tel Aviv avec vous, David Benaïm. Quelle est la situation sur place ? Il n'y a pas de sentiment de panique ici. Les Israéliens s'attendent à ce que Téhéran frappe avec la même intensité, voire encore plus fort que lors de la nuit du 13 au 14 avril dernier. Chaque nuit est d'une immense inconnue ici, puisque malgré les annonces répétitives de la télévision iranienne qui prévient depuis des jours que l'attaque est imminente, 4 jours d'imminence, les Israéliens relativisent. Mais c'est aussi une guerre psychologique, d'angoisse, d'inquiétude qui affecte les Israéliens, même si l'efficacité des différents systèmes de défense mis en place en avril dernier rassure la population, tout comme la confirmation que les alliés américains ont bien déployé tout un arsenal pour protéger l'État hébreu d'une agression iranienne. Pas de panique non plus liée au stockage des denrées. En fait, les Israéliens sont prêts à une telle attaque depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre. Tout est organisé dans leurs abris en cas de nécessité de s'isoler pendant des jours. Tout cela, les Israéliens y sont prêts en permanence. Ils ont juste réactivé ce mode survie. L'inconnu, c'est le mode d'action des ennemis d'Israël. La question d'une attaque coordonnée entre l'Iran et ses proxys interroge. Hier, le Hamas a envoyé une dizaine de roquettes sur la ville d'Ashdod depuis Rafah dans la bande de Gaza. Ça faisait des semaines que ce n'était pas arrivé. Et dans le nord, le Hezbollah tire sans cesse depuis des mois et encore plus depuis 4 jours. Et les Houthis du Yémen qui ont réussi un énorme coup en tuant un habitant à Tel Aviv il y a 15 jours par drone rappellent que le dôme de fer et tous les systèmes de sécurité mis en place ne sont pas infaillibles. Tous les scénarios sont possibles, mais une hypothèse revient fréquemment, confirmée par certaines mises en garde du porte-parole de Tsahal et du ministre de la Défense, Yoav Gallant, d'une frappe préventive d'Israël contre l'Iran. Il faudrait pour cela des preuves irréfutables que Téhéran se prépare à lancer une attaque imminente et surtout que ces renseignements soient corroborés par les services de renseignement américains. Entre une attaque massive coordonnée ou une punition pour la forme limitée, l'écart est immense, mais c'est également envisagé ici que Téhéran soit dans la retenue. Le ministre iranien des Affaires étrangères a publié il y a quelques heures un communiqué indiquant que son pays n'avait pas l'intention de créer une escalade des tensions dans la région, mais qu'il devait absolument punir Israël pour l'élimination sur son sol d'Ismaël Haniyeh. Ce genre de déclaration tente à rassurer les Israéliens. Merci beaucoup David Benaïm. Raphaël Jérusalemi, c'est vrai qu'on nous parle de frappes préventives si et seulement si Israël a des renseignements concernant une menace imminente. Comment ça se passe et à quoi ça sert des frappes préventives ? Eh bien, tout simplement envoyer un signal clair à l'ennemi. Dans ce cas précis, il y aura une participation de renseignements américains aussi, donc par satellite. Et si on voit que des rampes de lancement sont armées et dirigées vers Israël et prêtes à tirer,
c'est une raison suffisante pour les détruire ou les saboter. Et donc, il est évident que c'est le point d'interrogation. Est-ce que d'abord, il y a plusieurs points d'interrogation. Sur le plan d'offensive iranienne, s'agira-t-il d'une attaque simultanée des Iraniens, du Hezbollah, des Houthis du Yémen, tous ensemble, ou alors l'attaque sera-t-elle graduelle pour justement fatiguer la vigilance israélienne, ou alors l'attaque sera-t-elle même seulement dans quelques jours pour jouer avec les nerfs des Israéliens? Dans tous les cas de figure, les Israéliens ont fixé une ligne rouge très très simple. Si des cibles civiles sont visées, qu'elles soient touchées ou ratées, peu importe, si des cibles civiles sont visées, que ce soit par le Hezbollah, par les Houthis, par les Iraniens, la riposte israélienne sera le décuple de la frappe qui aura frappé cette cible civile. Et donc, le Beyrouth peut s'attendre à voir son port disparaître en flammes. Les ports pétrolifères d'Iran, pareil. On a fait la même chose aux Houthis du Yémen. Et donc, les Iraniens sont très, très conscients de cette riposte ou de cette contre-riposte israélienne si la ligne rouge des cibles civiles est dépassée. Alors il faudrait pour cela que les ennemis se contentent de cibles militaires. Or, ils n'ont pas dans leur arsenal suffisamment de projectiles précis et assez sophistiqués pour avoir l'exactitude de ne frapper que des bases militaires, alors que les Israéliens, oui, car les Israéliens n'ont aucune intention de frapper le peuple iranien. Le peuple iranien est un ami du peuple juif et l'a toujours été. Il n'y a pas d'antisémitisme en Iran, il n'y a que des mollahs. Et les gardiens de la Révolution, dont la brigade Al-Quds, Al-Quds ça veut dire Jérusalem, est spécialisée donc dans l'attaque d'Israël. Mais le peuple iranien en soi est contre la guerre, voudrait se débarrasser des mollahs et prie pour qu'Israël gagne. Raphaël Jérusalemi, en tous les cas, sur notre plateau, les deux personnes d'origine iranienne sont assez d'accord avec vous, mais il y a quelqu'un qui est aussi ferme que vous, et bien c'est David Mencer, le porte-parole du gouvernement israélien. Écoutez ses propos. Nous menons actuellement une guerre sur 7 fronts, menée par l'Iran qui cherche à nous étrangler. Mais nous cherchons, bien sûr, à éliminer leurs mandataires terroristes. Nous savons comment traiter l'Iran d'une manière que nous vous avons déjà montrée. Et cela signifie aussi bien défensivement qu'offensivement. Alors c'est vrai, Michel Goya, qu'il y a encore une quarantaine d'otages israéliens qui sont retenus à Gaza. On a vu David Mencer avec ce fameux ruban jaune qui représente justement la mémoire des otages. Est-ce qu'une riposte de l'Iran peut complètement jouer sur cette corde sensible de l'escalade et entériner un cessez-le-feu, selon vous? Alors, comment dire, d'abord, je vais y revenir, mais d'abord, il y a sur cette idée que les Israéliens attaquent les premiers. Alors, ça trotte dans la tête d'un certain nombre de militaires qui disent, voilà, une attaque préventive. Alors, les Israéliens l'ont déjà fait dans le passé, une attaque massive préventive permet d'étouffer un petit peu la menace dans l'œuf et de réduire les effets sur le territoire israélien. Le problème de cette approche, c'est qu'en fait, ça fait de vous les fauteurs de guerre. Si c'est vous qui lancez cette attaque massive, c'est vous qui avez provoqué cette escalade, cette guerre totale. Et en face, du côté du Hezbollah, du côté de l'Iran, il n'y a plus d'autre solution dans ce cas-là que effectivement de continuer dans cette voie. Donc ça, c'est le premier élément. Et les Israéliens ne veulent pas, dans tous les cas de figure, apparaître en tout cas comme les fauteurs de guerre. Et en plus, c'est pas forcément très utile puisque effectivement, ils disposent d'un bouclier qui leur permet d'attendre en réalité, de recevoir des coups sans avoir trop de mal et d'attendre un petit peu pour ensuite éventuellement attaquer en second. Et là, pour le coup, cette riposte pourra apparaître dans ce cas-là comme tout à fait légitime. Pour votre question sur les otages, mais en réalité, dans toute cette affaire, on voit bien une chose, c'est que cette guerre à Gaza est passée un petit peu sous le boisseau. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup moins. Il y a, du côté israélien, il y a quand même cette idée, du côté des militaires israéliens, il y a cette idée un peu que la guerre à Gaza est terminée.
En réalité, elle est presque terminée. Il faut nettoyer encore un peu du côté de Rafah. Et puis après, ça y est, on passe à autre chose. Que le Hezbollah, le Hamas a été cassé à Gaza, que ses principaux chefs ont été tués, à part Aya Sinwar. Et donc, il faut passer à autre chose. Et c'est cette autre chose, tout le monde pense au Hezbollah. Et dans ce cadre-là, les otages sont un peu laissés pour compte. C'est un peu sacrifié quand même dans cette stratégie israélienne depuis le début. Quand Netanyahou parle, il y a quelques jours, il a fait une allocution en se félicitant effectivement des résultats obtenus à Gaza, de la destruction du Hamas, de la mort de Mohamed Deif, de la mort de Danier, etc. Il n'y a pas un mot sur les otages. Et donc, dans toute cette affaire, les otages, on verra plus tard, d'une certaine façon. Les négociations pour le cessez-le-feu, oui, elles sont remises sine die, déjà parce qu'il n'y a plus de négociateurs, il a été éliminé. Et puis, c'est pas le moment, quoi. Personne n'envisage de faire des concessions à Israël, de libérer des otages dans un moment pareil. Donc oui, dans toute cette séquence, effectivement, les otages israéliens sont les sacrifiés, oui, de toute cette affaire. Raphaël Jérusalemi, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que les otages ne sont plus la priorité pour Israël? Alors, ils demeurent la priorité, mais je suis tout à fait d'accord avec l'analyse. Ils sont maintenant oubliés ou mis de côté à cause des événements, et donc tout est retardé, tout est remis à plus tard. Évidemment, le Hamas prétend qu'ils attendent de trouver un remplaçant à Ismaël Haniyeh, ce qui est un mensonge, car M. Sinwar et M. Haniyeh ne s'entendaient pas du tout sur la stratégie à adopter pour la libération des otages, et donc M. Sinwar est plutôt content d'être débarrassé de M. Haniyeh, comme ça il est le grand chef à lui tout seul. Et puis il attend bien sûr, Sinwar attend bien sûr de voir ce qui va se passer dans ce possible conflit iranien-israélien, et donc il n'a aucune raison pour l'instant d'avancer en quoi que ce soit dans la libération des otages, et c'est dommage, parce que ce qui pourrait désamorcer toute cette situation, ce serait un cessez-le-feu, c'est qu'Israël arrête son offensive à Gaza en échange d'une libération des otages, on dépose les armes, il y aurait un cessez-le-feu dans Gaza qui pourrait donc entraîner un cessez-le-feu avec le Hezbollah et une accalmie générale. C'est donc très très dommage. D'un autre côté, on ne pouvait pas laisser M. Haniyeh continuer à sévir en tant que chef terroriste. N'oublions pas en fin de compte que les Iraniens partent en guerre sur un point d'orgueil, c'est tout, c'est sur un point d'orgueil, parce qu'après tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a éliminé un malfrat, un terroriste, un nul, Haniyeh, c'est personne, c'est un sale type, on a éliminé cette personne sur territoire iranien, d'accord, et ce point d'orgueil justifierait une guerre régionale et des centaines de morts et de soldats qui partiraient au combat juste parce qu'on a éliminé un terroriste, ça paraît complètement démesuré. Le dernier point que j'aimerais faire, c'est qu'il serait peut-être temps que le monde occidental prenne ses responsabilités. Il y a aujourd'hui une occasion de porter un coup presque fatal ou fatidique au régime des mollahs, libérer le peuple iranien du joug des ayatollahs, mais aussi libérer le monde entier qui est détenu en otage économiquement et autres par un État terroriste, et c'est le moment d'agir. Et donc les forces armées américaines, britanniques qui se joignent en une coalition pour parer à cette menace, c'est pas juste pour les beaux yeux des Israéliens, pas du tout, c'est aussi pour les intérêts du monde occidental au Proche-Orient et pour la stabilité mondiale. Regardez la mer Rouge, le commerce maritime mondial est en chaos à cause de ce qui se passe avec les Houthis du Yémen, et donc voilà, les nations du G7, etc., qui ne se joignent pas à cette coalition, sont complices du terrorisme de Téhéran. Didier Djadi, c'est vrai qu'on se pose la question. L'Iran dit très clairement, vous avez tué Ismaël Haniyeh sur notre territoire, donc nous sommes en droit de répondre. Mais très clairement, est-ce que vous pensez qu'Israël avait le droit de tuer ce leader du Hamas sur le territoire iranien? Ça fait partie d'une logique de guerre. Depuis toujours, la République islamique se trouve en situation de guerre contre Israël. Et Israël, par tous les moyens également, répond. Que ce soit des otages juifs dans le passé, je dirais, donc des sportifs. Donc chaque terroriste a été repéré, a été effectivement tué par les Israéliens. Et que donc Haniyeh également, c'est un ennemi, si vous voulez,
à la fois des Israéliens, mais également l'ennemi des Iraniens également là. Car ce monsieur-là, qui est un intégriste et religieux, qui est anti-juif, et que, par conséquent, cela, bien évidemment, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la logique de cette guerre, y compris, bon, Haniyeh a été tué, bien sûr, sur le sol iranien. Pourquoi ça a été ce choix-là? C'est parce que les Israéliens voulaient montrer deux choses. Un, que les gens de Hamas sachent là où ils se trouvent, ils seront un jour effectivement arrêtés ou tués par disons, Israël. Et d'autre part, envoyer ce message également au régime de Téhéran en disant qu'effectivement, là, on arrive effectivement dans les endroits les plus secrets, les plus gardés, les plus surveillés, c'est-à-dire dans le nord de Téhéran, pour effectivement tuer le dirigeant de Hamas là. Donc c'est une menace, disons, pour le régime iranien, pour les dirigeants iraniens également là. Et un dernier point, si vous voulez, donc ça fait partie de la guerre, c'est ainsi, si vous voulez. Et d'autre part, le peuple iranien n'a jamais demandé à ce qu'il y ait des représentants du terrorisme islamiste international qui soient invités à Téhéran. Disons, la nation iranienne, effectivement, considère que le régime est un régime despotique, c'est un régime, effectivement, islamiste qu'il faut balayer, et que pour cela, le peuple iranien, il est en même temps très fier. Le peuple iranien a été toujours ami des Juifs. Depuis longtemps, depuis effectivement Cyrus le Grand, effectivement quand le grand roi de la Perse a libéré le peuple juif effectivement en situation d'esclavage. Ça remonte à 2500 années, si vous voulez là. Et donc effectivement cette tradition d'amitié existait toujours, et y compris dans les livres religieux des Juifs, il y a également des personnalités, des rois iraniens qui sont cités avec beaucoup de respect, si vous voulez là. Donc il n'y a pas de guerre entre le peuple iranien et puis le peuple juif et israélien là. Ce qui est effectivement aujourd'hui là, on est en train de discuter, c'est la guerre voulue et cherchée par le régime. C'est une guerre en relation avec sa motivation idéologique du régime. Ça n'a rien à voir effectivement avec le peuple iranien. Et le peuple iranien, puisqu'il est fier, il veut finir lui-même avec le régime. Et il n'est pas d'accord, à mon avis, à ce qu'il y ait une intervention pour sauver le peuple iranien. Non, pas du tout. Le régime iranien doit être renversé par le peuple iranien lui-même, mais le peuple iranien attend une seule chose, que chaque révolution ou chaque mouvement au niveau international a besoin donc des alliés. Et donc le monde occidental, le monde de la démocratie apporte toujours son soutien vis-à-vis du peuple iranien. En tous les cas, il y a une volonté de désescalade et d'essayer d'apaiser les tensions. Le président français Emmanuel Macron vient de s'exprimer en disant très clairement à Mohamed Ben Salman, le prince héritier Mohamed Ben Salman d'Arabie Saoudite, et Mohamed bin Zayed, qui est le président des Émirats Arabes Unis, qu'ils appelaient tous les acteurs à la responsabilité et à la retenue. Est-ce que l'Arabie Saoudite, sachant qu'il y a eu une forme d'apaisement sous l'égide de la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran très récemment, est-ce que l'Arabie Saoudite peut avoir un poids dans cette volonté d'apaiser les tensions ? Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est la Chine qui peut avoir un poids sur les comportements des dirigeants iraniens, parce que c'est la Chine qui remplit en ce moment la poche des dirigeants iraniens. Donc c'est elle qui peut décider s'il y a une riposte ou pas. C'est la Chine qui peut calmer les ardeurs des dirigeants iraniens. Par contre, je veux juste, si vous me permettez, revenir sur les paroles de Raphaël Jérusalemi. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et là, la République islamique est en train de se racheter du temps parce qu'elle n'est pas encore capable d'entrer en guerre contre qui que ce soit. Mais le jour où la République islamique se dote de la bombe atomique, c'est là où qu'elle deviendra véritablement dangereuse. Et si le monde démocratique, les pays occidentaux, les pays libres veulent attendre que la République islamique devienne
une puissance nucléaire et réagir à ce moment-là, ça sera vraiment trop tard. Raphaël Jérusalemi, après ces propos de Manaz, c'est vrai qu'il y a, comme vous le disiez, une fenêtre de tir pour potentiellement déstabiliser le régime iranien, mais il y a aussi une autre chose qui se passe du côté d'Israël, c'est la volonté potentielle de Benyamin Netanyahou de faire un peu cavalier seul. On a entendu les mots du Shin Bet qui disait très clairement, le chef du Shin Bet disant eh bien, si tu ne veux pas de cessez-le-feu, dis-le-nous tout de suite. Donc comment on trouve une solution avec des dirigeants israéliens qui sont assez divisés sur l'avenir et sur les relations qu'il faut avoir et la riposte qu'il faut avoir aux côtés de l'Iran, et également ce qu'il se passe du côté du régime iranien? Alors, d'un côté, ces scissions internes sont malvenues en temps de guerre, bien sûr, entre le niveau politique et le niveau militaire et sécuritaire d'Israël. Ça ne fait pas bon effet, dirons-nous. Ça enhardit l'ennemi de voir qu'il y a des disputes assez ouvertes entre parfois Benjamin Netanyahou et son propre ministre de la Défense. D'un autre côté, ça révèle la force de notre démocratie. Nous sommes une démocratie, les avis sont différents, le niveau politique, le niveau militaire, les citoyens divergent dans leurs opinions. Nous ne sommes pas dans une dictature et donc effectivement c'est dur de gérer une démocratie dans une région où tout autour il n'y a que des dictatures et des autocrates. Mais c'est aussi une force et c'est un exemple pour la région, un exemple aussi, nous allons débarrasser Gaza du Hamas. Peut-être qu'à Gaza naîtra aussi une démocratie. Je voudrais rappeler que quelles que soient les attitudes, même très fermes, de certains ministres israéliens qui sont des extrémistes, même certains, il y a une chose qui est certaine, Israël n'a nulle part dans ses programmes la destruction d'aucun État, d'aucune nation. Par contre, les ennemis d'Israël veulent la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Donc tous ceux qui soutiennent les Palestiniens, le Hamas, les Iraniens, etc., en fait soutiennent un génocide. Et le programme est clair. Téhéran annonce, et le Hezbollah annonce, et le Hamas, la destruction de l'État d'Israël. C'est écrit noir sur blanc dans leur charte. Alors que les Israéliens, on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, qu'ils soient des mauvais occupants de Gaza ou de Judée-Samarie, qu'ils soient ceci ou cela. Une chose est certaine, nulle part dans le programme, il y a la destruction de quiconque. Alors, soutenir les Palestiniens, soutenir le Hamas, c'est deux choses différentes, Michel Goya, mais c'est vrai que ce qu'il se passe en Cisjordanie a alerté par exemple les Américains qui ont fait des sanctions contre ce qu'ils appellent les colons dans les territoires israéliens qu'ils disent occupés. Et très clairement, on voit cette communication d'Emmanuel Macron et notamment d'autres pays arabes qui en fait tournent un petit peu le dos à l'Iran à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il se rallie à Washington, c'est-à-dire en essayant de déminer cette situation. Oui, bien sûr. Alors, Kissinger disait, les Israéliens n'ont pas de politique étrangère, ils n'ont qu'une politique intérieure. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font sur la scène internationale est souvent le résultat de confrontations intérieures, de mouvements divers, d'engueulades. C'est un pays où on s'engueule beaucoup. Israël, c'est pour ça que c'est un pays démocratique. Mais voilà, donc c'est souvent le fruit de rapports de force internes. Et donc, on a effectivement un pays, Israël, qui est dominé par la force des choses, également par son système politique, par un gouvernement de droite, d'extrême droite, dont une partie est quand même très outrancière et aussi très aventuriste. C'est ça qui est un peu le risque, qui d'une manière générale, comme le me disait un jour un officier israélien, ne cherche pas une paix, mais il cherche la sécurité. Éventuellement, donc ils cherchent la sécurité en frappant sur les ennemis, pas en faisant la paix avec eux, mais en les frappant, en les écrasant. Donc c'est la stratégie qui finalement a été adoptée contre le Hamas à Gaza, où on s'est contenté, les Israéliens, la stratégie du gouvernement, ça a été d'écraser le Hamas et de quadriller ce territoire. Ils ont mis en place des corridors maintenant. Il y a une barrière qui est plus étanche que jamais. Donc on a transformé Gaza en véritable New York 1997, où les habitants... donc ça a été très dur, bien sûr. Ça a été très violent. Alors effectivement, le Hamas s'est écrasé dans Gaza, mais il est toujours là.
Il est toujours dans Gaza. Et c'est toujours lui le patron dans Gaza, quoi qu'on dise. Et la population gazaoui, non seulement a été très meurtrie, a subi énormément de frappes et de destruction, mais en plus, on la laisse aux mains du Hamas, des autres groupes palestiniens et des clans. Et donc, on se retrouve dans une situation qui, à court terme, on peut dire, voilà, on a éliminé la menace du Hamas, le Hamas ne peut plus menacer le territoire israélien, on s'est vengé, on leur a fait très mal, et il ne reste plus qu'à Yassine Ouar, mais qui est grosse de difficultés, de guerre future. Idem en Cisjordanie. Merci beaucoup Michel Goya, merci à vous deux également Manaz Chirali et Didier Idjadi, si je l'ai bien prononcé, et à vous Raphaël Jérusalemi d'avoir été en direct avec nous sur ce grand dossier sur la riposte, et on gardera un œil sur la situation, et tout de suite vous avez rendez-vous avec Emmanuel Ossian pour 24 heures. À très vite.